Bienvenue dans Agora, votre émission de débat citoyenne et participative. Nous sommes à Porto Vecchio. Au programme, l'histoire et ses mythes, ou quand l'histoire, ses dates et ses personnages les plus marquants sont mis au service d'un discours souvent de nature politique qui n'hésite pas à prendre des libertés avec la réalité décrite par les historiens. Les controverses au niveau du récit national illustrent ces tensions. D'un côté, les tenants d'une histoire destinée à forger l'identité d'une nation. De l'autre, les partisans d'une vision plus large basée sur les échanges et les influences entre peuples et pays. Une problématique dont la Corse ne saurait être exclue. Histoire, la part belle au mythe, c'est maintenant dans Agora. Eh bien, nous nous retrouvons place de la République. Et avant de rejoindre mes invités à la terrasse d'un café du centre-ville de Porto Vecchio, je vais distribuer, comme à l'habitude, des téléphones portables, de manière à ce que le public puisse prendre quelques vidéos de nos échanges. D'abord parce que votre regard nous intéresse, merci madame, mais aussi parce que ces vidéos vont être intégrées au montage final. Monsieur, voilà. De façon à ce qu'on ait véritablement votre regard sur nos échanges. Bonjour, comment allez-vous ? Bien installé ? Bien, très bien. Merci d'être là. Alors, Michel Verger-Franceschi, vous êtes professeur d'histoire moderne à l'Université de Tours et avez été titulaire à 3 reprises du prix du livre corse. La bibliographie de l'auteur prolixe que vous êtes, on en est à combien de livres ? 80 et quelques. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Donc de nombreux ouvrages, notamment consacrés à la Corse, parmi lesquels, pour les derniers, une biographie de Pozzo di Borgo et une histoire de l'identité corse des origines à nos jours, dont il sera évidemment question. Marie Ferranti, rappellera-t-on une fois de plus que vous avez reçu le Grand Prix de l'Académie française pour votre roman La Princesse de Mantoue ? Ça fait quand même toujours du bien de le rappeler. Allez, oui, dites-le. Au-delà, vous êtes cette écrivaine curieuse de nouvelles aventures, même touche à tout, j'ai envie de dire, que ses pulsions littéraires ont notamment conduit du côté de Napoléon, de Pozzo di Borgo, mais aussi d'une femme d'exception dont on va reparler, Maria Gentile, à laquelle vous avez consacré une pièce de théâtre. Votre dernier livre, Histoire d'un assassin, est sorti, comme d'habitude, chez Gallimard. Oui, oui. Jean-Louis Fabiani, vous êtes professeur de sociologie à l'Université d'Europe centrale de Budapest. Vous avez été membre de l'École des hautes études en sciences sociales et vous avez été le directeur régional des affaires culturelles de Corse de 1988 à 1991. Vous êtes l'auteur d'une douzaine d'ouvrages, dont le dernier, publié cette année, en 2018, s'intitule « Sociologie de la Corse ». Le regard du sociologue sur l'histoire de la Corse nous intéresse, cette histoire qui peut-être, vous nous le direz, fait la part belle au mythe. Et rentrons immédiatement dans le sujet, si vous le voulez bien, Michel Verger-Franceschi. Si le 19e siècle est souvent présenté comme le siècle de l'invention de l'histoire, peut-on estimer que ce début de 21e siècle serait plutôt celui de la déconstruction de cette même histoire ? Oui, forcément, parce que toute histoire crée une geste nationale. Et donc, lorsqu'un territoire veut s'unifier, il est obligé donc de prendre des dates, des événements repères, que ce soit Ponte Nove par exemple, dont on parle beaucoup aujourd'hui, dont on parlait beaucoup moins évidemment, on parlait plus de Napoléon au 19e siècle, et aujourd'hui c'est plutôt Ponte Nove qui est à l'honneur. Et alors on se rend compte que les hommes politiques sont particulièrement friands, enfin en tout cas en ce moment je trouve, de ce type de repères. Histoire de lancer les débats, je vais vous proposer une petite citation que j'ai empruntée à François Fillon. Bah oui, parce que lors de la campagne des dernières élections présidentielles, il a quand même notamment fait régulièrement référence à l'histoire et à ce fameux récit national. Selon lui, une histoire faite d'hommes et de femmes, de héros, de symboles, de lieux, de monuments, d'événements qui trouvent un sens et une signification dans l'édification progressive de notre nation. Jean-Louis Fabiani, le sociologue, ce besoin qui est exprimé pour une société de se doter de repères historiques. Qu'est-ce que ça nous raconte sur nos sociétés ? Bien, ça nous raconte à la fois, comme le disait Michel Verger-Franceschi, l'histoire de la formation des États et des États-nations. Et donc là, le 19e est essentiel dans la construction unifiée d'un récit national qu'on appelle quelquefois roman. Et là, on entre dans récit, le domaine roman, de la fiction. vous faites quelle Mais un récit n'est pas nécessairement une fiction. Un roman l'est. Et aujourd'hui, effectivement, il n'y a plus une force étatique qui pourrait imposer l'unité et la cohérence d'un récit. Et donc nous nous trouvons face à des récits, quelquefois des romans, qui s'entrechoquent et qui, effectivement, sont l'objet des conflits politiques probablement les plus aigus. Qu'on pense aux Gaulois, qu'on pense à Clovis, qui a été approprié récemment par Philippe de Villiers, et qu'on pense à la Corse. Nous sommes toujours dans la même
situation, celle d'un conflit d'appropriation de ce qu'est la vérité historique. Ouais, très bien. Alors, Marie Ferranti, vous qui justement nous racontez des histoires, est-ce que vous aimez que l'on vous en raconte sur le plan historique, quitte à ce qu'elles soient parfois un brin erroné? Ah oui, tout à fait. Moi, je suis allée vers des personnes anonymes qui avaient une vision d'un territoire minuscule qui est le Lieu-Juif Saint-Florent. Et je les ai interrogés sur leur histoire, sur l'histoire de ce lieu, sur leur vie même. Et j'ai été passionnée par ça. Alors, est-ce que c'est de l'histoire En réalité, je ne me situe pas du tout sur le même plan, si je puis dire, puisque l'historien a un principe qui est méthodologique, et puis aussi de faire apparaître une forme de vérité, enfin, etc., qui présiderait son discours. Moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Moi, c'est une expérience littéraire, voire qui relève de l'intime. Donc, effectivement, je joue sur les gens. Je suis toujours à la limite des gens. Alors, ça, c'est votre pratique personnelle. Mais lorsqu'en revanche, vous recevez une histoire, ce qui est censé être l'histoire, vous êtes assez attentif quand même à ce qu'à un moment donné, les événements qui sont avancés eh bien, soient sérieux, soient... C'est très compliqué parce que ça dépend des histoires. Quand j'ai écrit sur Pozzo-di-Bord, j'avais très peu de choses, contrairement à vous. Peut-être parce que je n'ai pas assez cherché, justement, que je n'avais pas cette Peut-être attention. avez-vous lu d'ailleurs Oui, oui, et donc c'est pour ça que je fais la différence. Et il y a quelque chose qui tient, qui part d'un autre principe. Et ce principe d'individualité, justement, en tant qu'écrivain, diffère du principe du chercheur. Parce que le chercheur s'inclut dans une communauté, si vous voulez. Ce que moi, je ne fais pas. Et que je ne peux pas faire. Donc, c'est tout à fait différent. Alors, est-ce que la Corse est actuellement, parce qu'on entend beaucoup parler de cette histoire de récit national au niveau français, je dirais, est-ce que la Corse elle-même est dans une démarche de construction d'un récit national? Parce qu'à un moment donné, il faut bien partager peut-être un même imaginaire. Jean-Louis Fabien. Bien entendu. Alors, récit national, ça se discute, puisque la nation corse est aujourd'hui en débat. Mais en tout cas, un récit corse, c'est très Certains clair. la construisent. Et moi, au cours de ma trajectoire personnelle, j'ai vu ce basculement. Quand j'avais 20 ans, j'ai découvert Paoli. J'ai découvert une autre histoire que celle qu'on m'avait racontée. Et donc, je crois que c'est quelque chose qui s'est poursuivi dans les générations successives et qui aujourd'hui permet de reconsidérer l'histoire de la Corse à la lecture des bons historiens, bien sûr, mais autour d'un projet politique. Mais on est là dans un moment de rupture historique, je crois, très important. Si on donne quelques exemples précis, la Première Guerre mondiale, par exemple, tiens, votre dernier livre, c'est juste en amont de cette Première Guerre mondiale, on est en 1913, oui. Dans le Nebbio, il me semble, hein, Histoire d'un assassin. La Première Guerre mondiale, ça a été une bataille de chiffres formidable, qui parfois d'ailleurs même se poursuit encore aujourd'hui. On est monté jusqu'à 40 000 morts, aujourd'hui on est plutôt autour de 13 000 morts. Cette bataille de chiffres, vous, ça vous intéresse, Marie? Ça devrait m'intéresser. Ça me touche en tout cas, parce que les chiffres, ce sont des personnes, hein, ce sont des êtres humains, donc ça fait une sacrée différence. Mais au-delà de ça, je crois que ces idées, pour rejoindre ce que vous disiez à l'instant, ont infusé dans la société, et le discours pour construire une nation, alors évidemment il n'y a pas cet objectif qui serait de la part des écrivains, des poètes, enfin des artistes en général, un peu stupide, et puis il faut se garder d'être un artiste officiel, naturellement, c'est la mort de l'imagination. Mais en revanche, que l'histoire revisitée, que les mythes revisités, etc., deviennent un terreau possible pour la création, ça, je crois que ça a vraiment infusé, parce qu'il y avait la présence écrasante de l'histoire française, continentale, naturellement, etc. Aujourd'hui, je crois qu'on arrive à considérer dans le minuscule, dans le projet de proximité, dans la création, enfin en tout cas moi c'est ma démarche, on arrive à considérer qu'on peut justement atteindre les voies d'un universel, mais qui ne serait pas pyramidal, puisque là ça serait un universel français, voire parisien, mais qui serait plutôt transversal et qui toucherait justement toute la francophonie, hein. C'est un débat, ça c'est très intéressant. Il n'en reste pas moins, Michel Verger-Franceschi, que dans votre livre justement sur l'histoire de l'identité corse, vous essayez de lutter un peu contre certaines idées reçues, alors notamment sur ces chiffres concernant la Première Guerre mondiale, même sur
quelque chose qui est très communément, qu'on trouve énormément sur les réseaux sociaux, à savoir cette vente dont la Corse aurait fait l'objet. Ça, c'est des points sur lesquels vous revenez régulièrement. L'histoire, c'est la grosse différence avec le roman, insiste sur des faits à partir d'archives. Et donc, on peut faire des biographies magnifiques, comme Maria Gentile, qui est un livre qui est superbe. Il faut raconter la vérité sur un personnage, ou il faut raconter la vérité sur les 13 000 morts de 14-18. Quand on dit 30, 40 000 morts, c'est un peu pour monter aussi les gens contre la France à ce moment-là, parce qu'on dit c'est un chiffre absolument considérable. Et alors, si on compare les chiffres, ça, c'est extraordinaire, c'est ce qu'il faut faire. Quand on lit au mois de mai qu'il y a eu 30 000 morts à Pontenove, 30 000 morts en une journée, 13 000 morts en 4 ans. Vous dites que c'est impossible dans votre livre. C'est impossible, tout simplement parce qu'on a des sources. Et les témoins de l'époque disent qu'il y a 2000 combattants à Pontenove. Et donc, il ne peut pas y avoir 40 000 morts, puisque la Corse de 1769, c'est 120 000 habitants. C'est-à-dire 60 000 enfants, 30 000 hommes, 30 000 femmes. Et s'ils étaient tous morts, les 30 000, on descendrait de qui aujourd'hui, nous qui sommes Corse, autour de ce plateau? Alors, parfois, le récit national sont les historiens eux-mêmes qui l'alimentent. Bien sûr. Et moi, j'aimerais bien revenir sur une déclaration que vous avez faite. On est en décembre, fin d'année 2017. Les élections territoriales approchent, basculent à venir vers la collectivité unique. Et sur Europe 1, vous nous dites, c'est la victoire de l'histoire corse. Moi, c'est une expression, je me dis, est-ce que vous-même, vous participez pas un peu aussi au récit? Forcément, sans être évidemment négationniste, parce qu'il y a des historiens négationnistes qui sont abominables dans différents domaines, on l'a vu sur les chambres à gaz, ce genre de choses et tout. Donc il faut faire l'authenticité. L'authenticité, c'est vrai qu'en 1789-92, la Corse est le seul département français à avoir une tête de mort et des fleurs de lys à côté. C'est le seul département de l'ensemble. Et donc, il y a toujours cette revendication en Corse, non pas forcément d'une indépendance, mais d'un particularisme. Alors, on a déjà bien avancé dans notre discussion. Et moi, comme d'habitude, dans Agora, je serais assez curieux de savoir si, dans le public, il y a quelqu'un qui veut s'exprimer par rapport à ce qui a pu être dit. Peut-être une question à poser. Je vois... Je vois Michel Lucioni, puisqu'on se connaît, allez, on ne va pas faire semblant, que vous nous avez suivis avec beaucoup d'attention et je vous sais en plus passionné d'histoire. Est-ce que tout ça engendre une question, ces premiers échanges? J'ai parcouru un livre de Frédéric Masson qui s'appelle Napoléon l'inconnu, qui a été édité en 1895, où Frédéric Masson disait qu'il avait eu beaucoup de mal à trouver à cette époque-là des informations pour écrire ce livre. En 1895. Donc je veux savoir, l'historien, quel est votre avis là-dessus? Est-ce qu'en 1895, c'était difficile d'avoir des informations sur ce qui s'était passé avec Napoléon historiquement? Merci Michel Lucioni. C'est la question des sources, quoi, puisque votre travail sérieux est basé notamment là-dessus. Oui, Frédéric Masson, qui est un excellent académicien, un excellent écrivain, a essayé d'entrer dans les archives qui étaient beaucoup moins connues qu'aujourd'hui. Il a fait malheureusement une énorme erreur lorsque, en Corse, on est fils de quelqu'un qui peut être mort. Donc, Pundam. Et donc, il a dit les Bonapartes ne sont pas très nombreux à Ajaccio. C'est la famille Pundam qui était la plus nombreuse. Donc, on avait beaucoup moins exploité les archives et d'une façon avec beaucoup moins de rigueur qu'on le fait aujourd'hui, ça c'est évident. Jean-Louis Fabiani, moi justement dans Sociologie de la Corse, j'ai trouvé quand même ce petit passage qui m'a assez interpellé. On a longtemps opposé les deux figures, Napoléon, Paoli, pour des raisons d'ailleurs souvent politiques sur lesquelles on peut revenir, mais vous dites l'opération de transfert de sacralité de Napoléon à Paoli est aujourd'hui presque achevée. Si la figure de Napoléon existe toujours dans le monde marchand, pour le plus grand profit des tours opérateurs et des vendeurs de souvenirs ajacciens, c'est Paoli qui assure pleinement son rôle historique de père de la patrie. Ça y est, l'affaire est jouée? Non, c'est une manière de dire les choses qui ne satisfera pas l'historien, mais ici ce n'est pas un propos d'historien, c'est un propos de sociologue sur ce qui se passe aujourd'hui en Corse. Et ce qui se passe aujourd'hui en Corse, c'est clairement de l'ordre de ce processus. Alors, on ne vit pas, je crois, sans héros, et la reconsidération de Paoli est quelque chose qui a fonctionné comme principe d'identification et de rationalisation d'une revendication. C'est ce que je voulais dire à ce moment-là, et il ne s'agit pas d'un propos anti-napoléonien, même si, effectivement, la passion pour Napoléon n'est pas partagée par tous les peuples d'Europe, qu'il considère toujours souvent comme un boucher, et que, disons que je ne veux pas
faire de crime de lèse-Napoléon ici, je décris une situation qui est ce transfert de sacralité. C'est une idée de Mona Ozouf, une historienne, à propos de la fête révolutionnaire en 1790. Je crois qu'on est ici dans un changement qui n'est pas un changement historique, mais un changement de perception de l'histoire de la Corse. On voit plus à la sociologie dans ce cas-là. Ouais, tout à fait. Maria Gentili. Alors justement, Maria Gentili. Pour moi, c'est vraiment une figure que vous avez contribué à réhabiliter. Elle a alimenté, on va dire, la production, notamment littéraire. Hein, c'est pas tout à fait nouveau, mais vous avez participé à la ressusciter, à mon sens. Alors, pour faire très très vite, hein, c'est cette jeune femme du village d'Olette. Hein, on est en 1769. Son fiancé est accusé de conspiration contre les Français, exécuté. On lui refuse toute sépulture. Maria Gentili, elle se rebelle. Qu'est donc allé chercher dans la figure de Maria Gentili, l'auteur que vous êtes? Et est-ce que il y a une forme d'inspiration politique aussi, parce qu'elle a été, il y a ce buste qui a été installé à l'hôtel de la collectivité de Corse. Le 8 mars, donc c'était important comme date. Non, Maria Gentili, c'est évidemment intéressant parce que c'est une figure qui rejoint la tragédie antique et la figure universelle d'Antigone, encore qu'il y a beaucoup de nuances. Donc moi, je n'ai pas eu le point de vue de l'historien, parce qu'au fond, on ne sait presque rien. D'abord, je pense que Michel ne me contredira pas. On ne sait presque rien de cette femme. Mais ce qui m'a intéressée, c'est plutôt dans un monde occupé, dans un lieu occupé assez violemment, dans un état traumatisé, dans un pays traumatisé par la guerre. Il y a quand même une loi inique. Ils sont exécutés après un procès sur lequel il faudrait peut-être revenir, mais peu importe. Mais elle s'érige au nom d'une morale supérieure, c'est-à-dire celle de l'humanité. Cette fameuse Antigone. C'est ça. Elle veut rendre l'humanité à son fiancé et aux autres, mais en particulier à cette figure-là, à son fiancé, qui est condamné à être laissé sans sépulture et donc jeté au chien, comme on dit. Bon, alors cette figure-là, cette femme-là, pour moi, et aujourd'hui on a les héritières de ces Antigones, parce qu'au fond Antigone est une figure multiple naturellement, et je trouvais que posséder dans notre histoire même la légende de Maria Gentili, c'était aussi intéressant. Et curieusement d'ailleurs, quand j'ai écrit cette pièce, je me suis référée au théâtre classique français, puisque ça se passe en 24 heures dans un lieu clos. Il y a malgré tout une connotation politique dont vous êtes parfaitement conscient. Tout à fait, bien sûr. Qui a été développée d'ailleurs. C'est ce qui a induit la correspondance avec Jean-Guy Talamone, dans laquelle on a développé naturellement toute cette thématique à la fois politique, morale, voire philosophique, parce qu'on a beaucoup réfléchi sur cette figure et ses symboles, et notamment sur la question de la désobéissance civile, sur l'imaginaire de la nation, etc. Donc Maria Gentili, au-delà de la création littéraire, ce qui est intéressant, c'est que le mythe a été revivifié par la création littéraire, et que parallèlement, il y avait des commentaires secrets, puisque c'était une correspondance qui a été publiée, mais qui ne l'était pas au moment où Maria Gentili a été publiée en tant que pièce. Et on a vu là, au fond, tout ce que les Corses aussi, puisque nous, on l'a tournée en Corse. Elle a été filmée d'ailleurs par Paul Rognogne à l'Albor. Les Corses ignoraient l'existence même de cette figure. Donc, c'était très intéressant aussi dans la pratique de revisiter cette figure-là. Jean-Louis Fabien et Michel Verger-Franceschi, en quoi ces héros ils sont si importants? Alors, ces héros symbolisent un peuple quelque part, mais l'important, c'est de les prendre dans leur entier. Notre sociologue a raison de parler de Pascal Paoli, mais Pascal Paoli, moi j'ai fait une grosse biographie sur Pascal Paoli de 500 pages, et donc il dit beaucoup de choses. En 83 ans, il dit beaucoup de choses. Alors quand il dit « j'aime l'union avec la France parce que nous sommes dorénavant à égalité avec tous les autres citoyens », je vous emprunte vous-même, vous avez pris ces citations. Le peuple de Corse est légitimement maître de lui-même, ce que dit Paoli en 1755. Ce même Paoli qui, un peu plus tard, après le royaume anglo-corse, c'est le Paoli de 1789-1807, dit « j'aime l'union avec la France ». On est même en 1793 exactement. Exactement. Et donc le discours change pour une raison bien simple, c'est que 1755, Paoli est quelqu'un qui adore la méritocratie.
qui adore l'éducation, d'où la création de l'université, l'école de Corté, etc. Et donc Gênes permettait à 12 Corses par an d'aller faire des études à Gênes. Et en 1807, lorsque Paoli meurt, il y a les lycées créés par Napoléon, il y a l'université reprise en main par Napoléon. Aujourd'hui, l'Académie de Corse donne un nombre de jeunes considérable à Sciences Po Paris, à Assas, à la Timone. Et donc Paoli préfigure donc cette entrée de notre jeunesse qui brille aujourd'hui aux États-Unis et ailleurs. Vous savez que dans Agora, nous aimons les vidéos, et notamment celles que nous proposons d'enregistrer à des invités. Là, j'ai demandé à Don Mathieu Santini, professeur des universités à l'Université de Corse, qui s'est beaucoup penché justement sur la transmission des récits mythiques corses. Il est également membre du groupe Arapa, hein, on le placera au passage. On lui a demandé eh bien, si l'histoire est un domaine où l'imaginaire collectif doit être justement envisagé comme un élément potentiellement suspect. Voilà ce l'imaginaire, c'est une structuration importante de la mémoire. Et il fonctionne de manière à pouvoir rendre affectif la mémoire et le passé. Donc il est très important. Maintenant, ce qui est suspect au niveau de l'histoire, c'est souvent la dimension idéologique des choses. Beaucoup plus que l'imaginaire. L'imaginaire sert à tout, il sert à créer des théories scientifiques, il sert à se rappeler des croyances du passé, le patrimoine culturel immatériel, il sert à se rappeler l'histoire orale. Mais il n'est suspect que lorsqu'il est au service d'une idéologie, et une idéologie qui, elle, va à l'encontre des intérêts collectifs. Un récit potentiellement suspect lorsqu'il sert une idéologie. Qu'est-ce que ça vous inspire? Peut-être Marie Ferrand, qui notamment, certaines idéologies peuvent même aller jusqu'à la xénophobie. C'est aussi parfois invoquer certaines pages de notre histoire pour mieux rejeter l'autre. C'est de la propagande, tout simplement. Quand c'est comme ça, ça n'est plus de l'histoire ni de la littérature. C'est simplement une manipulation politique. Souvent, c'est très mauvais signe. Ça veut dire qu'on a affaire à un État totalitaire et qu'on se situe un peu hors de la démocratie. Donc, il faut faire attention à ne pas être manipulé par l'idéologie, à s'en garder comme de la peste et à prendre toujours de la distance avec le politique en règle générale, même si on fait une œuvre politique, ça c'est autre chose. Jean-Louis Fabienne, j'ai trouvé un petit passage là dans Sociologie de la Corse, toujours à propos de Pascal Paoli, où vous nous répétez, vous soulignez que Paoli n'a jamais eu une vision ethnique de la Corse. Oui, je crois qu'on peut le dire. Si l'historien est d'accord ? L'historien m'y autorise, effectivement. D'abord parce que cette vision ethnique, telle que nous l'avons plutôt héritée de la deuxième partie du 19e et de la colonisation. Donc Paoli est immunisé contre ce type de choses. Mais je voudrais revenir sur cette question d'idéologie, parce que l'idéologie, c'est un mot vague. Et très souvent, l'idéologie, ce sont les idées des autres qu'on n'accepte pas. Donc je pense que dans une démocratie, effectivement, il faut faire cet effort collectif. Et l'historien joue ici un rôle central pour éviter que l'on s'approprie l'histoire d'une manière qu'on pourrait dire vicieuse, tordue, et qu'on puisse justement tirer de l'histoire. Vous m'excuserez de citer Éric Zemmour. Alors lui, il estime quand même que les historiens n'assument plus l'histoire de France. Hein. Vous voyez, une manière de ramener les historiens. Aujourd'hui, c'est les essayistes qui font l'histoire, on a l'impression. C'est vrai que l'histoire est souvent mal en point pour des raisons d'idéologie à l'heure actuelle. Moi, je me suis toujours interdit d'être militant. Et j'ai jamais eu de carte politique tout au long de ma carrière pour cette raison-là. Et l'histoire, mon seul parti, c'est les archives. Et donc, il faut ressortir les sources premières. Et donc, si on a un langage sur Pascal Paoli, par exemple, on a parlé du 19e siècle, son arrivée le 14 juillet 1790 à Massinage. C'est pour ça que je dis c'est une victoire de l'histoire. Parce que disait Paoli en 1790, qui voulait donc une Corse française à ce moment-là? Il dit, au milieu de tant d'autres provinces, l'habit sera plus large. C'est-à-dire, c'est une sorte de fédéralisme. Pascal Paoli, c'est un Girondin, c'est pas un pouvoir jacobin et centralisateur. Donc, on arrive un petit peu à ça aujourd'hui. On le voit en Bretagne, on le voit en Alsace, on le voit au Pays Basque, on le voit en Corse, etc. Avec nos revendications de notre passé, de notre langue, etc. Mais sans nuire à l'unité nationale. Dernière petite question à Marie Ferrand. Peut-être vous vouliez ajouter quelque chose? Non, simplement. Non, moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir. Sur l'idéologie, vous citiez Éric Zemmour, et je crois que, en réalité, c'est l'archétype
de l'opportuniste qui se sert de bribes de l'histoire pour construire une histoire qui va servir ses idées nauséabondes. Justement, Je pense que c'est pas... La question de la vérité, Oui, est-ce que ça vous intéresse? mais profondément. Au premier titre et au premier chef, tout simplement parce que, d'abord, si je suis écrivain, c'est pour trouver ma propre vérité, qui n'est pas forcément celle de l'autre, mais dans laquelle je vais puiser, moi, ma façon d'être et ma vie elle-même. Et la vérité m'intéresse parce qu'on voit très bien à travers les manipulations, et donc la référence à l'histoire ou à la sociologie ou à toutes les sciences humaines est vraiment un pivot pour moi, ou la philosophie même, est un pivot pour comprendre. Alors, je ne cherche pas de vérité absolue, mais la vérité, évidemment, c'est un cap. Eh bien, on terminera sur cette notion de vérité. Nous arrivons déjà au terme de cette émission. Nous nous retrouvons dimanche prochain à 18h30 pour un nouveau numéro d'Agora. Et en attendant, eh bien, je ne saurais jamais trop vous conseiller, comme d'habitude, de poursuivre le débat plutôt que de préférer les idées reçues.